Tout d'abord, pour vous présenter Bistro Brain, pour les gens qui nous connaissent déjà, ça va être un peu répétitif, mais on va faire ça rapidement. Pour les nouvelles personnes que c'est la première fois, bienvenue. Bistro Brain, on est un regroupement étudiant de l'Université de Sherbrooke et un OSBL de Sherbrooke, mais qui s'est récemment étendu à Montréal. L'équipe est composée, on est 5 membres, Alexis, Charlie, moi, Marjorie et Julie, qui n'est pas là présentement, qui s'occupe du bon roulement de Bistro Brain annuellement. On est tous des étudiants dans des universités variées et des domaines de recherche variés. En gros, Bistro Brain, pour faire ça vite, on organise des événements. Pré-COVID, on organisait des événements dans des bars, dans des microbrasseries à Sherbrooke, puis récemment à Montréal. Le COVID nous a un peu freinés dans notre lancée, donc on organise des 5 à 7 virtuels sur des sujets variés. Pour rester à l'affût, notre prochain 5 à 7 va être en mai. Ça va être sur le thème de la santé mentale. On va vous donner plus d'informations dans les prochaines semaines à venir. Une nouveauté aussi de Bistro Brain, c'est notre podcast. On vous invite à aller voir les épisodes qui sont sortis récemment, qui traitent aussi de différents sujets variés, toujours en gardant une couleur de vulgarisation scientifique. Donc, les podcasts sont disponibles aussi. Pour rester à l'affût de toutes nos nouveautés, nos événements, autant nos événements virtuels que la publication de nos épisodes de podcast, on vous invite à aller sur notre page Facebook. C'est vraiment là-dessus notre canal de communication principal. Aussi, on est présent sur Instagram. Donc, pour ceux qui ont Instagram, vous êtes invités à nous suivre si ça vous tente. Et on est présent sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler via nos pages de communication. Ou si on a notre infolette, pour les gens, ça leur tenterait d'avoir des petites nouvelles de Bistro Brain dans leur courriel. Maintenant, si je me concentre plus sur la soirée qui nous attend, le passé fois le futur qui s'interchoque dans le cadre d'un 5 à 7, on va avoir 4 présentations. On a la chance d'avoir avec nous Julien, David, William et Charlie qui vont nous présenter différentes présentations sur leurs projets de recherche variés. Aussi, après chaque présentation, les présentations vont être d'environ 15 minutes. On va avoir une période de questions. Lors de la période de questions, n'hésitez pas à soit inscrire votre question dans le chat, c'est plus facile pour vous. Aussi, on a une option questions et réponses que vous pouvez écrire vos questions là-dessus. Puis on va, les panélistes, les présentateurs vont y répondre. Ou si vous aimez mieux, vous pouvez lever votre main. On va être capable aussi d'allumer votre micro pour que vous puissiez poser vos questions à haute voix au présentateur. Si vous avez des problèmes techniques pendant 5 à 7, votre ordinateur bug, il se passe quelque chose, n'hésitez pas à écrire à un des membres du comité pour qu'on vous aide là-dessus. Aussi, si vraiment il y a vraiment un shutdown, il y a quoi que ce soit, le lien Facebook est encore accessible le lien Zoom est encore accessible par la plateforme Facebook, excusez-moi. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre l'événement même s'il est commencé. Après le 5 à 7, si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, vous aurez la possibilité de parler avec nos présentateurs. C'est sûr, on a 5 minutes de dédié à chaque présentation pour des questions. Mais si vous avez encore des questions, vous voulez avoir plus d'informations, vous êtes invités à rester un peu plus longtemps par la suite. Les présentateurs vont pouvoir discuter plus amplement avec vous, accepter de rester un petit peu plus longtemps. Aussi, on va avoir un sondage qui va être en ligne qui permettra d'avoir vos échos sur le 7 à 9. On va le publier dans les jours à venir. Donc, si vous voulez, vous êtes invité aussi à aller le remplir pour donner votre appréciation. Ça serait super le fun. Puis aussi vos suggestions, si vous en avez, on est tout le temps ouvert à ça. Et ceci étant dit, bon 7 à 9 tout le monde, excusez, à dire 5 à 7. Bon 7 à 9 tout le monde. Puis sur ça, on va commencer avec la première présentation, la présentation de Julien. Julien, il est étudiant en doctorat en sciences de l'information et de la communication. Il fait une co-tutelle, un partenariat entre l'Université de Sherbrooke et l'Université de Lorraine. Julien est aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke au sein du département d'histoire et je laisse prendre la parole. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous et merci à Bistro Brain pour l'invitation au passage. Je vais sans perdre plus de temps, si tout le monde m'entend bien, partager mon écran. Hop, petit partage d'écran, c'est bon, tout le monde voit bien, on peut me confirmer? Ok, super. Bon, eh bien, écoutez, allons-y. Donc, oui, on peut me confirmer les modérateurs? On voit bien? Oui? Oui, c'est bon, on voit tout. Ok, super, parfait. Alors écoutez, moi aujourd'hui, je vais tout de suite commencer par vous parler de la façon dont un médium, le jeu vidéo, résolument moderne, on pourrait dire, très contemporain, représente le passé. Donc ça va commencer à faire un petit peu le lien dans tout ce qu'on va parler ce soir. Et je vais vous parler notamment de représentation de la piraterie dans le jeu vidéo. Je vais vous parler d'un jeu que normalement tout le monde connaît ici, Assassin's Creed.
et notamment l'opus numéro 4, Black Flag, qui parle de la piraterie, de l'âge d'or de la piraterie, plus exactement. Attendez, j'essaie de bouger mes fenêtres de place parce qu'elles me gênent un petit peu. Hop, voilà. Alors écoutez, la façon dont moi j'envisage les choses, c'est que je m'intéresse dans ma recherche, donc comme je l'avais dit, comme ça a été présenté en histoire et en sciences de l'infocom, c'est que je m'intéresse globalement au game design, à la création et à la conception des jeux. Et je les envisage en fait de deux manières différentes. C'est que dans ma thèse, je mets en relation ce que j'appelle l'écriture historique, l'opération historiographique en l'occurrence, donc le fait d'écrire l'histoire à partir de sources historiques, l'écriture de l'histoire au sens général, dans ces différentes méthodes et dans les sources qu'elle convoque, et le game design de jeux vidéo, la conception d'un jeu. Et vous comprenez que moi, la façon dont je m'intéresse, ce n'est pas spécialement pour me questionner, savoir si c'est historique ou si ça ne l'est pas, si c'est réaliste ou si ça ne l'est pas. J'essaie de me poser une question un petit peu différente, qui est vraiment une question de communication. C'est quels sont finalement les processus de médiation qui interviennent dans le game design. Quand je parle de processus de médiation, je pose la question de savoir quel est en fait le procédé de communication concrètement qui s'appuie sur le jeu vidéo pour établir son lien. Deux processus de médiation. Il y a une médiation ludique déjà, premièrement, une première intention, en fait, une première manière de voir la création d'un jeu vidéo, c'est que les concepteurs de jeux font acte de médiation ludique. En gros, ce qu'ils cherchent à faire, c'est créer un objet qui communique le fait qu'il est un jeu. Il va communiquer un de ses attributs, qui est sa jouabilité, il va communiquer son objectif, différentes mécaniques de jeu, et il va le communiquer par la représentation du passé. Le deuxième attribut, le deuxième type de médiation que j'étudie, ce n'est pas uniquement le fait que l'objet jeu va chercher à communiquer l'idée qu'il est un jeu, mais comme il s'agit d'un jeu vidéo d'histoire, il va aussi chercher à communiquer un discours sur l'histoire, à représenter le passé de manière relativement reconnaissable pour qu'on puisse identifier la thématique historique à laquelle le jeu se rattache. Et moi, la thématique historique dont je vais vous parler, j'ai commencé à vendre la mèche, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag, qui parle de l'âge d'or de la piraterie. Donc l'âge d'or de la piraterie, pour le rappeler très brièvement, c'est en gros 1715-1725, dites-vous le premier quart du XVIIIe siècle. Et ce jeu-là vous permet d'explorer justement cet âge d'or de la piraterie. On voit des territoires comme les Petites Antilles, Cuba, la Jamaïque, on rencontre plusieurs grandes figures historiques. Et moi, la question à laquelle je vais chercher à répondre ce soir en étudiant ce jeu-là, c'est pas juste de comprendre, de relever quelles sont les erreurs ou ce qui est historique ou ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est exact ou pas, mais au-delà de ça, quel est le type de médiation qui intervient? Quand on voit quelque chose dans ce jeu-là, est-ce que c'est un acte de médiation ludique? Est-ce que c'est là pour que ça nous aide à comprendre qu'il s'agit d'un jeu? Ça nous aide à comprendre les règles, les objectifs, les mécaniques? Ou est-ce que c'est là pour nous faire comprendre qu'il s'agit d'une période historique spécifique, l'âge d'or de la piraterie? Et la question en fait, par laquelle je vais aborder ça, c'est au fond, qu'est-ce que c'est qu'un pirate de jeux vidéo? Ou qu'est-ce que c'est plus largement qu'un personnage historique de jeux vidéo? Et si je devais faire un petit peu un lien avec tout ce qui va se raconter ce soir, est-ce que le jeu vidéo, c'est le futur de l'écriture historique? Est-ce que c'est un médium justement qui permet de représenter les choses de manière résolument moderne et contemporaine? Ou est-ce qu'il n'y a pas, comme je vais le montrer, des problèmes d'écriture et de construction des sources et de construction du discours qui sont très classiques finalement, et quand finalement on n'a rien inventé en termes de problèmes? Normalement, j'avais un petit plan qui intervenait par là. Non, mais je vais vous parler déjà de la façon dont moi je travaille. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entretenu avec les concepteurs d'Ubisoft. Donc, j'ai été à Ubisoft Montréal, Ubisoft Québec. Là, ce soir, je vais vous parler exclusivement d'Ubisoft Montréal. Et à partir de maintenant, tous ces individus que je vais présenter là, je vais en faire un petit listing très rapide. Je vais les appeler les concepteurs en général. Évidemment, ils ne m'ont pas dit les mêmes choses de la même manière. C'est des départements un peu différents de la conception. Mais j'ai pu parler en gros à l'individu qui chapeaute un petit peu tout le processus de création, ce qu'on appelle la direction créative, celui qui donne les grandes directions. La direction artistique, donc je m'intéresse à concrètement à quoi ça va ressembler physiquement, artistiquement, quelles sont les grandes influences picturales, les couleurs, la composition, la conception du système de jeu, donc le game design au sens restreint, quelles sont les règles qui ont été édictées, quels sont les objectifs du jeu, quels sont les systèmes, un peu la quantification là-dedans. Quelles sont les quêtes, quelles sont les missions en fait, qui sont données aux joueurs pour progresser dans la narration, la conception des niveaux et des environnements. Donc, comment on a représenté justement une ville d'époque, une mer d'époque, un océan, comment on représente le pont d'un navire. Tout ça, ça constitue ce qui sont les niveaux finalement, les environnements d'un jeu. Et puis aussi, j'ai parlé au scénariste parce que mine de rien, il y a toute une histoire de fond qui est écrite et qui suit en fait la trame principale du jeu. À partir de maintenant, tous ces gens-là, je vais dire les concepteurs, je ne vais pas les citer exactement en nom. Je vais simplement utiliser un plan en deux parties. Je vais d'abord parler de leurs intentions, de leurs grands objectifs.
Et puis après, je vais parler de la réalisation, vraiment leur choix de source. Et puis, on va prendre quelques petits exemples, quelques photos. Et puis, à partir de ça, je prendrai vos questions. Ce sera un peu plus simple. Sinon, j'aurai un peu trop de sources à vous soumettre. Donc, pour commencer tout de suite, leurs intentions. Déjà, j'ai commencé à savoir qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire. C'était quoi leur objectif en tant que concepteur dans ce jeu-là. Ils se posent quand même certaines questions a priori avant même de commencer. Ils posent certains constats, certaines attentes. Finalement, ils font, c'est le parallèle que je fais avec l'écriture historique, ils se posent une certaine forme de problématique. Ils se posent une problématique à résoudre, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau de questions selon lequel ils vont interroger leurs sources, ce qu'ils vont invoquer dans le jeu. Et ces intentions sont celles-ci. Premièrement, ils se posent la question de savoir quelle sera leur période jouable, c'est-à-dire quelles sont en fait l'époque qui va être dans le jeu, qui va présenter justement des caractères de jouabilité. On remarque que dans le cas d'Assassin's Creed, ils ont déjà fait des jeux sur la Révolution française, la Révolution américaine, un peu plus récemment la Révolution industrielle, victorienne. Donc il y a pas mal d'intérêt pour les révolutions, les périodes intenses, les périodes d'action, avec l'idée qu'elles sont relativement intéressantes à jouer justement pour les joueurs. Donc il y a certains éléments qui font qu'une période est jouable et qu'une autre période serait peut-être, j'ai l'impression, pour eux plus ennuyeuse, ou qu'il y a un peu moins de contenu à présenter. Il n'y a pas tant d'incitation à la jouabilité. La piraterie a été choisie pour plusieurs raisons. Déjà, c'était à l'époque, le jeu a commencé à être développé en 2012 pour sortir en 2013. La piraterie, c'était quand même une valeur assez importante dans les univers de fiction en général. C'est vraiment, on pourrait même dire, si on fait un parallèle avec la bourse, c'est un peu une valeur refuge. C'est vraiment une valeur qui est toujours très bien cotée sur le marché des univers de fiction. En 2011, il y avait encore un autre volet de Pirates des Caraïbes qui était sorti. Il y avait plusieurs séries qui sont sorties aussi à l'époque, Crossbones, Black Sails. Les deux ont commencé à être sorties, à être écrites en 2012-2013. Je conseille Black Sails au passage, très bonne série sur la piraterie. Donc, ils ont vraiment pris quelque chose qui existait déjà à l'époque. Et la façon dont ils voulaient traiter ça dans leur jeu, c'était faire une expérience seamless. C'est eux qui utilisent ce terme-là, seamless, donc littéralement sans couture, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les traits de construction. Il faut que l'expérience soit, comme c'est un jeu vidéo, immersive, fluide, sans couture et vraiment dans le sens de sans marque de fabrication. Il faut que le monde soit absolument complet et qu'on ne fasse pas la distinction entre les sources qu'ils auraient prises et qui font vraiment référence à un matériel, à une documentation précise, et puis des zones d'ombre, quitte à remplir et quitte à inventer. Donc une expérience seamless, il ne faut pas avoir les coutures. Il faut beaucoup de clarté. Ils utilisent souvent des termes et des reformulations comme never confused. Il faut que tout ce qui soit dans le jeu soit vraiment clair, soit vraiment une indication très claire de jouabilité, que ça c'est un objectif, ceci c'est un ennemi, ceci c'est un allié, ça c'est un bonus. Il faut vraiment, en fait, dans un objectif de médiation ludique, communiquer les règles de manière vraiment claire. Ça c'est un de leurs objectifs. Et parmi quelques piliers, entre guillemets, donc quelques éléments qui donnent pour définir ce qu'ils veulent faire en fait en tant que volet de la saga Assassin's Creed, globalement, ce qu'ils vont chercher à faire, à peu près dans tous les jeux qu'ils vont produire, c'est définir ce qu'ils sont en tant que licence, en tant que marque, et ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils sont, c'est quelque chose c'est un jeu qui doit être épique, diversifié, lumineux, dramatique, qui est vraiment awe-inspiring, donc qui inspire vraiment de la fascination. Et ce qu'ils ne sont pas, c'est être trop propre, trop clean, trop monochromatique. Donc on remarque déjà, et c'est un petit peu les deux choses que je vais essayer d'articuler là, un désir d'un côté de réalisme et d'exactitude, quand on voit qu'ils veulent quelque chose de diversifié, de pas clean, de pas monochromatique. Et en même temps, derrière ce désir d'histoire, de réalisme, d'exactitude, il y a une recherche d'un angle artistique, d'accentuation, quelque chose d'épique, de lumineux, de dramatique. Donc leur genre, finalement, déjà, qui commence à se poser comme ça, s'il commence à le définir comme ça, c'est que c'est un genre historique qui est vraiment d'une forme d'histoire héroïque. Et ce héros, c'est un peu ce personnage de pirate que je vais présenter, c'est ce bonhomme-là, qui est un personnage fictif qui s'appelle Edward Kenway, qui est le héros qu'on contrôle dans le jeu. Et ce héros-là, il y a plusieurs choses à en dire. Premièrement, c'est un personnage héroïque. C'est pas seulement le héros du jeu, mais c'est véritablement un héros de l'histoire. Il y a quelques historiens, notamment un philosophe de l'histoire qui s'appelle Sidney Hook, qui dans les années 50 a proposé une définition de lui, ce qu'il appelle un héros historique. Donc c'est désormais un petit peu daté comme façon de voir le processus historique, mais il nous dit que le héros historique, c'est un individu, là je le cite, auquel on peut attribuer une influence décisive dans la détermination d'un événement et dont les conséquences auraient été profondément différentes s'il n'avait pas agi comme il l'a fait. Donc on peut penser à César, Napoléon, les grands guerriers, les grands chefs d'État. Et même s'il ne donne pas une définition en fait, qui s'appliquerait aux jeux vidéo, on remarque que ça s'applique pas mal à un personnage de jeu vidéo. Il faut en effet que ce soit pas seulement un homme du commun, mais qu'il ait des caractéristiques véritablement héroïques. Ce personnage-là, c'est un personnage de fiction héroïque
mais c'est aussi un héros vraiment symbolique. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont cherché à créer un pirate qui, même s'il n'existe pas, est un pirate moyen, au sens où c'est vraiment la moyenne des pirates qui existent. C'est une synthèse un peu de tout ce qu'on connaît historiquement dans la littérature de ce qu'était un pirate à l'époque dans les Caraïbes. Donc c'est un homme, il est blanc, il est britannique, gallois plus précisément, comme l'Edward Kenway. Il a eu une carrière dans la marine marchande avant de commencer sa carrière de piraterie et il a grosso modo entre 20 et 30 ans. Ils se sont inspirés, c'est un peu le document de présentation que je vous ai mis sur la gauche de l'écran, en fait de pas mal d'éléments de costumation et d'éléments un peu physiques, de coupe de barbe, de cheveux, qui existaient déjà dans les fictions sur la piraterie et puis aussi dans l'histoire. Ils sont inspirés de certains uniformes, de certains types qu'on voyait d'uniformes. Ce qui dénote une volonté de médiation historique. Là, on reconnaît que c'est effectivement les personnages de l'époque. Mais il y a aussi un effort de médiation ludique qui fait que ça doit être clair, tout ça, ça doit être compréhensible. Donc, ils ne veulent pas aller chercher uniquement dans les figures historiques, mais aussi dans les figures de fiction. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'il y a un petit lien à faire aussi avec la culture populaire, c'est que leur inspiration, quand je leur ai posé la question à ces concepteurs, de quoi vous êtes inspiré pour faire le personnage d'Edward Kenway, et ils m'ont dit, on s'est inspiré du personnage de Body Salver, joué par Patrick Swayze dans Point Break. Et là, c'était assez déconcertant, mais en même temps, ça a l'air très logique. Je cite le directeur créatif lorsqu'il me dit « Body dans Point Break, c'est littéralement les pirates modernes. Les mecs font des casses pour aller boire de la bière sur la plage, faire du surf autour d'un feu, donc Point Break, c'est un truc de pirate. » Fin de citation. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement dans cette idée de rendre les pirates reconnaissables, leur idée du pirate, d'un pirate de jeu finalement, c'est que ça doit être quelqu'un qui donne envie de jouer, qui doit inciter à la prise en main du jeu. Et ça les pousse à mettre en avant en fait, certains thèmes dans cette histoire qu'ils vont écrire. Des thèmes qui se rattachent à, par exemple, la criminalité récréative. Ils font un petit peu des cases, justement, dans Point Break, c'est un petit peu des criminels, des petites frappes. Des gens motivés par un certain appât du gain, par une forme de belle vie. Le terme qui me citait de temps en temps, c'est un héros happy-go-lucky, donc vraiment chanceux, insouciant. Et en fait, il se rattache déjà à la fois à un imaginaire de la piraterie, puis à une certaine réalité. Effectivement, il y avait cet aspect un peu désinvolte, l'appât du gain dans la piraterie. Donc c'est un petit peu tout ça, ce dont ils se saisissent. Et la façon dont ça se traduit dans le jeu, c'est un petit peu ce que je vais décliner là pour les quelques minutes qui me restent. Ça se traduit en fait cette recherche d'histoire matinée en même temps mêlée de fiction et de recherche de médiation ludique par plusieurs aspects. Déjà, la recherche d'une forme de réalisme, réalisme dans le style. Je vous mets un petit peu des images ici. L'idée que le monde qu'on va voir, il doit être beau, il doit être accueillant, il doit être détaillé, vraiment réaliste. En fait, réaliste dans le sens non pas que c'est exact et que ça correspond à la réalité, mais que ça reproduit la perception humaine. Ça doit être des choses qu'on reconnaît. Assassin's Creed, ils sont extrêmement forts pour reproduire, c'est l'image que je vous ai mis à gauche, des éléments extrêmement détaillés, extrêmement précis. On va voir vraiment jusqu'au moindre matériau, la petite texture. On va mettre plusieurs types d'animaux différents avec lesquels on peut reproduire des contacts humains. On peut les caresser, passer autour, une grande variété dans l'environnement. Et finalement, ça va se traduire de plusieurs manières, tout ça dans le jeu. Cette recherche de médiation ludique, ça va en fait produire une certaine forme de jouabilité qui s'articule autour de 3 thèmes. Assassin's Creed Black Flag, c'est un jeu où on doit d'abord explorer, s'enrichir et se battre. Explorer premièrement. Tout dans le jeu est pensé pour l'exploration. Et en fait, on ne comprend ce qu'on voit quand on joue à ce jeu-là que quand on le prend sous le prisme de l'exploration. Quand on joue, on commence, la partie se passe en 1715. Or, ce que je vous ai mis là sur l'écran, c'est la cathédrale de La Havane, qu'on peut croiser, qu'on peut escalader quand on se balade dans la ville de La Havane. Sauf que problème, cette cathédrale de La Havane, elle commence à être construite en 1748, donc pas du tout dans le jeu. Si on fait une analyse purement en termes d'anachronisme, ouais, c'est un anachronisme, mais ça n'a rien à faire là. Sauf que si on comprend en termes de médiation ludique, c'est-à-dire de communication de la jouabilité, on comprend pourquoi cette cathédrale est là. Assassin's Creed, c'est des jeux qui qui se situent globalement dans des villes. Il faut grimper sur des bâtiments, il faut se fondre dans la foule. Et finalement, même si la présence de ce bâtiment-là n'est pas exacte sur le plan de l'histoire, elle participe au réalisme parce qu'elle est représentée vraiment dans un style très réaliste, et aussi parce qu'elle est utile pour la jouabilité. Et c'est un petit peu quelque chose qui va guider la création de tous les environnements dans le jeu. Il faut penser la façon dont le joueur va se déplacer à l'intérieur de ces environnements. J'ai parlé d'explorer, je vais parler assez rapidement et je vais vraiment passer assez rapidement sur ce graphique pour pas trop l'expliquer. Globalement, ce que tout ça veut dire, donc c'est du pur game design, vraiment, c'est comment va fonctionner le système de jeu. La seule chose qu'il faut en retenir, c'est qu'il est impossible dans ce jeu de s'appauvrir. On gagne toujours plus d'argent qu'on ne peut en dépenser. Ici, vous avez le cycle de collecte de l'argent, money in, les drains, donc ce dans quoi on va dépenser de l'argent de temps en temps, mais sinon, après tout ça, hormis ces dépenses obligatoires, c'est de l'argent qu'on peut dépenser absolument comme on veut, on s'enrichit tout le temps.
Et ça, c'est un pur objectif de médiation ludique. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt donner envie aux joueurs de continuer à jouer, le récompenser. Il faut que les règles soient constantes. On ne peut pas changer de règles au milieu du jeu, sinon la jouabilité n'est pas du tout lisible. Il faut simplifier. Tous les contacts vont passer par l'argent. Toutes les transactions vont passer par l'argent. Il y a un seul type de monnaie. Il n'y a pas de troc. Donc, tous ces éléments-là, même s'ils ne sont pas exactement historiques, ils aident à la médiation ludique. Et tout ça, ça se rattache à un imaginaire qui est pas faux, mais qui est assez spécifique du pirate, qui suit vraiment pas de l'individu qui galère et de la misère sociale, mais du gentilhomme de fortune, qui est riche comme un roi et qui est pas mal couronné de succès. Le dernier point, c'est que on est effectivement dans ce genre de jeu toujours poussé à se battre. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'espace est aménagé de cette manière-là. Je vous ai montré ici un document qui décrit la façon dont est conçu un bateau. Et un bateau est conçu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a des éléments de médiation historique, on reconnaît que les mâts sont à la bonne place, etc. Mais il faut faire de grands espaces sur la coque du bateau pour qu'on puisse se battre dessus. Donc, au-delà des contraintes d'exactitude, il faut prévoir que tout ce monde-là, ce sera exploré par un joueur. Il y a des éléments de décor qu'il faut raccourcir, d'autres qu'il faut rallonger, il faut obstruer la vue, il faut la dégager. Leur critère, vraiment, c'est un critère de jouabilité. Et finalement, là où je veux m'emmener, c'est qu'on ne peut comprendre ce qu'on voit en termes d'exactitude historique, on peut comprendre ce qu'on voit dans le jeu que si on prend en compte exactement justement la forme médiatique dans laquelle il y a ce contenu historique. Et l'exemple que eux-mêmes, les concepteurs eux-mêmes m'ont donné, c'était celui-là. Pourquoi est-ce que Errol Flynn, dans le film de Michael Curtis de 1953, Captain Blood, pourquoi est-ce qu'il se bat sur des navires gigantesques? Est-ce qu'il se bat sur un navire gigantesque parce que ça veut dire qu'à l'époque, ils avaient des navires gigantesques, les pirates? Non, pas tellement. C'est vraiment des questions de conditions matérielles. Il faut placer les caméras, les équipes. Il faut faire beaucoup de cascades. Et il faut de l'espace pour se déplacer. Il faut se battre. Et finalement, à travers tout ça, quelle petite conclusion on peut en tirer sur la représentation du passé dans les jeux vidéo? Je suis passé un peu rapidement, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on peut comprendre de ce qu'on entrevoit de l'histoire, parce qu'on entrevoit vraiment des choses de l'histoire dans le jeu vidéo, c'est que ce n'est pas tant en fait une histoire du futur qui présente le passé un peu de manière innovante. Il y a quand même des problèmes de représentation qui sont assez classiques finalement et qui sont dus à plusieurs choses. Ça reste un produit, il faut rejoindre un public, il faut utiliser des représentations classiques, il y a des questions de temps, d'argent, d'efficacité qui fait qu'on va devoir sabrer certains aspects de la représentation et puis en ajouter d'autres. Il faut décentraliser la production, ce qui fait que les mers dans le jeu, notamment les mers des Caraïbes, ressemblent aux mers d'Asie du Sud-Est, parce que cette partie maritime a été produite en Asie du Sud-Est par Ubisoft, Singapour. C'est une œuvre un peu comme toutes les œuvres d'art, toutes les œuvres de l'esprit, j'ai envie de dire. Il y a un contexte culturel et mémorial qui intervient. Il faut parler la langue commune avec le joueur, d'une certaine manière. Parler une langue commune, c'est-à-dire se nourrir des mêmes imaginaires que lui, produire des choses reconnaissables. Parler une langue commune. Et puis peut-être si on devait rajouter une originalité, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même cette contrainte de la jouabilité, de l'interactivité et des règles qu'il faut prendre en compte. Il y a certains aspects qu'on ne peut pas comprendre exactement dans cette représentation-là, cette déclinaison du genre historique dans les jeux vidéo si on n'a pas la clé de lecture de la jouabilité. Et c'est un petit peu ce que j'ai cherché à faire à travers cette présentation, donner la clé de lecture de la jouabilité et de la conception ludique pour comprendre un jeu vidéo d'histoire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien, pour la belle présentation. C'est super original comme projet. Maintenant, je vais laisser ma collègue Marjorie pour les questions. Oui, donc, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des questions pour Julien aujourd'hui? Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez écrire dans le question-réponse, vous pouvez également lever la main. Ben, moi, j'en aurais une question pour débuter. Marjorie, c'est correct avec toi? C'est bon. Ben, merci, Julien, pour la présentation. Comme je viens de dire, ça fait peut-être 2 secondes et demie. Pour vrai, c'est super original comme projet. Puis, c'est vraiment intéressant de vraiment avoir un autre angle des jeux vidéo. Moi, ma question, c'était, puis c'est super le fun comme projet, mais ça serait quoi? Puis peut-être, tu sais, dans l'espace de 15 minutes, on ne peut pas tout aborder. Dans le fond, là, ce que tu fais, c'était super le fun, ta description en profondeur. Mais c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, dans le fond, les données que tu vas produire avec ton projet de maîtrise, est-ce que tu vas retourner voir Ubisoft pour leur expliquer? Mais comment ça va contribuer à ce qui existe déjà? Ouais, moi, ce n'est pas nécessairement une recherche appliquée dans le sens où après, ils vont me contacter pour essayer de produire de meilleurs jeux, parce que ça, ce n'est pas tellement leur problématique. Moi, ce que j'ai cherché à comprendre vraiment en mettant en comparaison les deux, c'est-à-dire ce que font les historiens d'un côté, ce que font les game designers de l'autre, c'est de montrer déjà qu'il n'y a pas forcément des zones d'exclusion
en disant bah, c'est historique ou ça ne l'est pas. Si c'est historique, c'est parce que les historiens le font, et puis les game designers font totalement autre chose qui n'est pas de l'histoire, à 0%. Moi, ce qui m'a intéressé de voir, c'est justement bah, les zones de superposition. Parce que le jeu, il a malgré tout une espèce de prétention à l'histoire, de prétention historique. En fait, il fait acte de médiation historique, hein. Il essaie de montrer certains discours sur le passé, il fait appel à des historiens, ils prennent la peine de consulter des sources historiques. Je n'ai pas trop parlé exactement de quelles sources ils ont consulté dans le temps qui m'était imparti, mais ils ont consulté quand même quelques bouquins, ils ont parlé à des historiens, ils ont fait des recherches de terrain, ils ont été sur place, prendre des photos, faire des prélèvements. Et moi, ma question finalement, c'était mais pourquoi est-ce qu'ils se donnent la peine de faire ça? Sur un point de vue vraiment analyse littéraire, en fait, pourquoi ils se donnent la peine de faire autant de recherches documentaires alors que bah, c'est une grosse industrie, ils n'ont peut-être pas le temps, pas les moyens. Pourquoi ils vont dépenser du temps, de l'argent et des moyens pour faire toutes ces recherches-là? Puis qu'est-ce que ça dit concrètement de ce qu'ils ont fait au final, de leur production? Donc c'est un petit peu mieux comprendre justement d'un point de vue historien, d'un point de vue sélection des sources, définition de leurs problématiques de travail, ce qu'ils ont pris comme source ou pas et pour quelles raisons. Donc en termes de compréhension historiographique, comment ils ont produit leur récit sur le passé. L'intérêt, c'est que vraiment, avec une démarche historienne, j'ai été dans un studio de jeux vidéo et j'ai été poser toutes ces questions-là et travailler à partir d'éléments de game design pour justement voir cette zone de superposition. Donc ça a un intérêt après pour qui? Je pense que ça a plus un intérêt pour les historiens, pour les game designers. Bah, peut-être pour les game designers dans la mesure où ils seraient intéressés à faire quelque chose d'historiquement réaliste ou exact ou authentique, selon le terme qu'on utilisera. Mais je pense que ça intéresse surtout les historiens pour savoir comment ils travaillent concrètement et où se trouve la démarcation finalement entre leurs pratiques, celle des game designers. Donc c'est un point de vue sur le genre historique, disons, tel qu'il est utilisé, bah, pas dans les films, et pas dans les romans ni dans les séries, mais dans le jeu vidéo, qui est encore assez peu exploré pour l'instant par les historiens. Merci. Sinon, on a certaines questions le question-réponse. Donc, la première question, s'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans le jeu, est-ce que c'est parce que dans les faits, il y avait peu de femmes dans la piraterie ou c'est plutôt à cause du public visé qui est majoritairement masculin? Un peu les deux, un peu les trois en fait. Déjà, eux, ils ont tenu quand même à mettre un personnage historique. Ils ont mis deux personnages féminins historiques dans ce jeu-là, Anne Bonny et Mary Read. Ils les ont mis pour plusieurs raisons. Bah, pour des raisons d'exactitude, parce que oui, ces deux personnages-là, on a de très bonnes raisons de penser qu'elles ont existé. On a aussi de très bonnes raisons de penser qu'elles sont des femmes. Il y a un petit doute dans l'historiographie des fois, mais globalement, on est quand même pas mal sûr qu'il s'agit de femmes. Est-ce qu'elles étaient sous-représentées dans la piraterie? Ben, assez globalement, oui, le milieu maritime en général, c'est plutôt un milieu très masculin. Après, le truc aussi, c'est qu'on a des sources qui sont assez lacunaires sur la piraterie et qu'on n'a pas de raison de penser que s'il y avait des femmes sur un bateau, ce serait mentionné. En tout cas, mentionné comme ça. Ces deux femmes-là, Anne Bonny et Mary Read, elles sont justement mentionnées dans la littérature parce que ben, c'est assez spectaculaire en fait de les voir là à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont voulu après ces concepteurs les mentionner aussi justement pour rester dans les images les plus connues des gens, puis pour parler aux gens et puis faire quelque chose d'un peu plus inclusif? Peut-être aussi. Sans trop spoiler après, parce que c'est des questions un petit peu différentes, il y a des problématiques de genre qui ont été abordées dans la conception de Black Flag. Je ne vais pas spoiler parce que c'est des points de la narration aussi qui sont assez importantes, mais justement, ils jouent sur cette ambiguïté entre le fait que ben, Mary Read, notamment, elle s'habillait en homme pour arriver pour les bateaux, pour pouvoir monter à bord. Donc, il y a un jeu aussi un peu sur le genre déjà à l'époque, où elle se comportait entre guillemets comme un homme, qu'elle voulait se faire voir comme un homme. Euh, il y a pas mal de ces interrogations-là qui ont été envisagées par les concepteurs, et c'est un truc dont ils voulaient parler, je pense. Vraiment. Merci beaucoup. J'ai une question là dans la discussion. Est-ce que je la lis? Est-ce que En vous fait, la il y a lisez? quelqu'un d'autre qui a écrit une question avant et ça va être la dernière question pour le moment. Donc, les autres personnes qui ont des questions, ça va être peut-être plutôt à la fin de la Oui, présentation. après, ouais. Donc, la question qu'on a posée, quelle valeur historique peut être associée aux jeux vidéo du style Assassin's Creed dans une utilisation complémentaire de l'enseignement de l'histoire? Est-ce que le jeu a une valeur historique dans son aspect visuel, par exemple, pour intéresser le public plus jeune à l'histoire? Alors, valeur historique, ça, c'est une question très, très large. Et pour ne pas prendre plus de temps, je vais répondre en 2 minutes. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle valeur historique. Dans ce que j'ai montré là, si la valeur historique, c'est vraiment le réalisme visuel, oui, ça peut avoir une très bonne valeur historique. On peut voir à quoi ressemblait une ville, à quoi ressemblait un port de l'époque, comment étaient foutus les bâtiments les uns par rapport aux autres, quelles sont les textures vraiment qui étaient utilisées, qu'on voyait à l'époque, à quoi ressemblaient les armes, etc. Donc, cette valeur historique-là, elle est relativement bien présente, j'ai envie de dire, parce que documenter, produire quelque chose avec un haut niveau de fidélité visuelle, c'est assez facile à faire et ils le font. Après, en termes de narration,
il s'éloigne très rapidement de la réalité historique, justement pour des besoins ludiques, quoi. Un abordage, historiquement, ça prenait plusieurs heures, on ne peut pas se permettre de faire ça dans un jeu. Là, dans le jeu, on ne peut attaquer que des troupes, que des militaires. Historiquement, les pirates attaquaient peu, voire pas du tout les militaires, ils attaquaient des navires civils, des navires marchands. Mais donc après, à mon avis, il y a un intérêt historique dans la mesure où on va présenter ça comme un objet dans lequel il y a du vrai et du faux, et c'est ce qu'on va analyser pour avoir un intérêt historique. Son intérêt historique vient dans le fait qu'il y a des aspects justement qu'il faut reconnaître, qui sont exacts et d'autres pas. L'intérêt, en fait, c'est de le déconstruire et puis de comprendre comment il est bâti. Un petit peu ce que je cherchais à faire ici. Merci beaucoup. Et l'autre question plus tard ou à la fin. Parfait. Donc, c'était Merci. toute la période de questions. Merci, Julien. Bonne continuité dans ta maîtrise. Et comme Marjorie a dit, n'hésitez pas de rester à la fin de des 4 présentations. Vous allez pouvoir poser les restants des questions à Julien. On va continuer avec David, notre prochain présentateur, qui est un étudiant à la maîtrise en informatique appliquée à l'histoire à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur l'étude de l'histoire du travail, les idées politiques, les formes de résistance et la colonisation. David fait aussi des projets connexes sur les phénomènes sociaux. Donc, David, la parole est à toi. Je me suis fait avoir. C'est ceux qui me connaissent vont savoir que c'est tel à mon habitude que de ne pas enlever mon mute dans une rencontre en ligne. Donc, blague à part, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran. J'imagine que ça fonctionne. Oui, parfait. Donc, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et c'est la colonisation, mais surtout la résistance à la colonisation, donc un petit peu les fondements du processus de décolonisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je vais vraiment vous parler aujourd'hui d'un projet qui a commencé il y a 100 ans, en 1921, lorsque le gouvernement français a décidé de débuter la construction d'un chemin de fer en République du Congo. Donc, à l'époque, ça s'appelait le Moyen Congo, et qui a nécessité l'emploi du travail forcé. Donc, des habitants des colonies qui étaient sous forme d'une prestation, donc un paiement d'impôts, étaient obligés d'aller travailler sur les chemins de fer. L'intérêt d'étudier ça en 2021, même si c'est un sujet relativement lointain, peut-être même anodin aux yeux de certains, c'est surtout, ça provient de l'actualité. Donc, le CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires de France, est présentement devant les tribunaux pour essayer de demander justice pour les milliers de travailleurs qui sont décédés sur les chantiers du Congo-Océan. Donc, j'ai vu ça passer dans les nouvelles, puis c'est un sujet qui m'a touché, puis j'avais envie de donner voix aux personnes qui, face à cette contrainte, face à cette demande du colonisateur, ont résisté, se sont rébellés ouvertement. Et bref, je veux donner voix à tout ça. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous parler de la lourdeur méthodologique, donc de passer de mise en contexte, problématique, objet d'étude, cadre conceptuel, etc. Je vais surtout explorer la question de départ, qui est de comprendre quelles ont été les attitudes développées par les travailleurs sur les chantiers pour résister aux demandes coloniales, et de mettre en lumière ce processus-là grâce à mes étapes de recherche. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, comme je disais, donc ça va vraiment d'y aller étape par étape, vraiment pour explorer ce sujet-là. Donc, changer de... Voilà. Donc, ce que je peux trouver. Donc, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est vraiment l'histoire de la colonisation de l'Afrique équatoriale française, mais d'un point de vue des personnes dominées, si je peux dire, donc les colonisés. C'est un sujet qui m'intéresse depuis relativement longtemps. Donc, dans un cours que j'ai eu avec mon directeur de recherche, je me suis intéressé aux maladies équatoriales et aux mesures de santé publique mises en place par le gouvernement colonial français. Donc, en parlant de lien avec l'actualité, peut-être que j'aurais été mieux de prendre ce sujet-là pour ma maîtrise en lien avec l'heure du temps, mais j'ai préservé mon fameux chemin de fer. Donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est un petit peu les logiques européennes, donc de voir pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'empressement à administrer des vaccins, déboiser des marécages, prévenir des maladies, pour finalement conclure que c'était ce que je qualifierais d'un humanisme de surface qui vient cacher des intérêts économiques et capitalistes des entreprises concessionnaires françaises. Entreprises concessionnaires étant des entreprises privées qui reçoivent des lots de terre dans les colonies et qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec les ressources et les habitants, d'où le travail forcé. Donc, ce n'est pas un très grand travail, je n'ai pas révolutionné la littérature scientifique, mais c'est quand même à partir de cette recherche-là que mon regard s'est porté vers cette fameuse ligne
Congo-Océan, qui se situait dans la même région que lorsque j'ai étudié ce projet-là. Donc, le lien qu'on peut faire entre les deux sujets, vraiment au niveau de l'humanisme de surface. Donc, que c'est un projet qu'on dit, ah oui, les chemins de fer, ça va être bon pour le développement économique des colonies, ça va être bon pour la population, etc. Mais en réalité, ça camouflait des projets de plus grande ampleur, d'exploitation des richesses du sous-sol, dans l'objectif d'exporter ces ressources-là en France pour les transformer dans des usines et puis les revendre dans les colonies. Donc, c'est vraiment un cercle économique qui était camouflé par un humanisme. Par contre, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je ne cherche pas à aller faire la preuve que le colonialisme est mal. Je pense que s'il y a quelqu'un ici dans l'auditoire qui veut défendre le colonialisme, on peut en discuter après, puis je vais pouvoir démonter cette croyance-là sans problème. Mais bref, je ne sais pas ce que je cherche à faire, mais c'est vraiment de venir voir quelles ont été les attitudes des gens, comment est-ce qu'ils ont résisté. Donc, je m'inspire beaucoup d'une littérature anglo-saxonne, donc britannique et américaine. Ici, j'ai mis quelques auteurs sur mon PowerPoint. Je ne sais pas si on voit la souris dans le partage d'écran, mais c'est ceux-là ici. Dans le fond, eux, ils développent l'idée de résistance quotidienne ou de everyday resistance en anglais. C'est de voir comment est-ce que dans la vie quotidienne des gens, dans leurs habitudes de tous les jours, comment ils font pour se soustraire de la domination et comment ils font justement pour contourner ces demandes incessantes. Ça peut prendre la forme de fuite, de travailler volontairement lentement pour nuire à l'avancement des travaux, de tourner à la dérision le commandant, donc de faire des blagues de rire, surtout, bien entendu, dans les langues traditionnelles, donc pour ainsi ne pas se faire comprendre par les administrateurs qui, eux, parlent français, de se blesser volontairement pour être automatiquement soustrait des travaux. Bref, ça peut prendre plusieurs formes, c'est vraiment ce que je recherche et je vais essayer justement d'en faire une géographie pour montrer un petit peu la dualité de l'espace colonial qui était pensé comme monolithique, donc en un seul bloc unique par les Européens dans leur conception littéraire de l'espace, pour montrer que finalement, c'est un espace qui était fissuré par plusieurs mouvements de résistance, un petit peu comme on peut le voir sur l'image que j'ai mise. Je trouvais que c'était une bonne métaphore de la situation. Donc, que malgré que tout le monde sont sur le fond blanc, ils sont tous en noir unique, ils ont tous une petite tache rouge qui montre que justement, ce n'est pas un seul bloc unique. Donc, j'ai parlé de beaucoup de concepts jusqu'à maintenant, donc colonisation, travail forcé, Congo-Océan. Je crois qu'il est important de clarifier quelque peu ces éléments-là, puisque pour certains d'entre vous, c'est peut-être lointain, ça date de cours au cégep, au secondaire peut-être, ou même que vous n'en avez jamais entendu parler. Grosso modo, je commencerai avec la colonisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourrait bien entendu en parler pendant près de 45 heures, même encore plus que ça dans des cours universitaires. C'est un phénomène qui s'est échelonné sur environ un siècle, voire beaucoup plus. On pourrait même penser que la colonisation perdure encore jusqu'à aujourd'hui, qu'elle remontera encore à plus loin. Mais grosso modo, on pourrait parler de 1884 à 1960. Donc, les années 1960 qui sont une période de décolonisation et 1884 étant la date du Congrès de Berlin ou du partage de l'Afrique, finalement beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est grosso modo ça, phénomène de domination et de conquête. Le travail forcé, c'est une sorte de continuité de l'esclavage. Donc, je parle de continuité puisque les pays européens, les empires du 19e siècle, se sont souvent vantés d'avoir aboli l'esclavage pour le bien-être de la civilisation. Par contre, c'est une sorte de façade, encore une fois, qui justement camoufle le travail forcé qui, dans les colonies, était monnaie courante. On allait dans des villages, on réquisitionnait une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, et on les ramenait vers les travaux publics. Ces personnes-là étaient parfois salariées, mais c'était un salaire de misère qui était à peine suffisant pour payer l'impôt, mais c'était aussi généralement non payé dans des conditions médiocres. Les gens étaient généralement battus pour leur demander de travailler plus vite. Donc, c'est pour ça que je parle d'une continuité. Donc, la rupture entre esclavage et travail forcé est presque inexistante. Bref, l'intérêt de faire du travail forcé comme ça, c'était vraiment d'éviter à l'État colonial de débourser des fonds pour réduire leur coût d'entretien, par exemple, d'un chemin de fer, mais aussi dans l'exploitation de champs. Donc, c'est vraiment dans l'objectif d'augmenter les bénéfices nets des entreprises privées européennes qui œuvraient sur le territoire colonial. Finalement, le Congo-Océan, c'est un excellent exemple d'une infrastructure coloniale qui sert à exploiter le territoire. Donc, je parle d'exploiter le territoire, ça peut sembler lointain d'un chemin de fer, mais c'est vraiment la logique européenne de l'époque qui dictait l'importance d'avoir des routes, des chemins de fer dans le territoire colonial. Donc,
à leurs yeux, l'intérieur du continent était rempli de caoutchouc, de diamants, de métaux précieux, de métaux importants à manufacturer. Et pour les apporter de l'intérieur vers l'océan, pour ensuite les apporter vers la France, il y avait besoin d'un chemin de transition. Et c'est là que le chemin de fer devient un élément important. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu un empressement aussi soudain à aller chercher des travailleurs, mais surtout à vouloir le faire aussi rapidement, ce qui a amené un hécatombe que je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails puisque ce n'est pas ce que j'essaie de faire dans cette étude-là. Bref, le Congo-Océan, c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre qu'est-ce que l'impérialisme et qu'est-ce que le colonialisme. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de l'étudier. Donc, je vous parlais que je faisais une présentation qui n'entrerait pas justement dans la méthodologie d'une recherche en histoire, mais je veux quand même vous présenter le processus. Donc, un petit peu comme on l'a vu dans la présentation précédente, on a parlé des sources. Donc, en histoire, en plus de travailler avec la littérature scientifique, donc des articles, des monographies, on part à partir de documents d'archives, donc ces fameuses sources, des sources primaires. Donc, c'est des documents qui témoignent du passé, et c'est à partir de ces traces du passé on essaie de reconstruire une narration cohérente, donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer, par exemple, sur le Congo-Océan. Donc, pour ma part, j'ai visé 3 types de documents spécifiques, et c'est à partir de ceux-ci que j'ai réussi à faire mon analyse. Il y a le premier, donc on parle de littérature postcoloniale. C'est un roman spécifique que j'ai visé, donc de Emmanuel Dongala, qui est un romancier congolais reconnu internationalement, qui a écrit un livre qui se nomme Le feu des origines. Dans ce livre-là, il met en scène un personnage, Mandala Mankunku, qui est une personne dont son nom signifie une personne qui défie continuellement les puissants. Donc, dans cette optique-là, il met en scène justement la résistance vis-à-vis de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Je travaille aussi avec des documents manuscrits, donc qui sont en bas au milieu. C'est des documents dactylographie faits par l'administration coloniale. Ces documents-là me permettent justement de voir le point de vue des Européens. Donc, on pourrait me dire, ah, mais là, il ne faut pas voir, tu veux faire une histoire par le bas de la colonisation, il ne faudrait pas regarder ce que les Européens pensent. Mais ce qui est intéressant avec la lecture des sources, c'est qu'on peut avoir une lecture critique et repérer justement des traces de cette résistance quotidienne. Je prends un exemple. Les Européens, un administrateur arrive au début d'un mois dans un village et demande aux gens de construire des cases pour s'abrier, pour rendre meilleures les conditions de vie. Il revient un mois plus tard dans un même document qui fait le suivi mois par mois, le rapport de la situation politique, pour finalement rapporter que les gens du village ont détruit l'ensemble des cases pour se construire des bateaux, pour allumer leur feu, pour se fabriquer des outils, etc., qu'ils ont carrément détruit ce qui avait été fait par l'administration coloniale le mois précédent. Donc, dans leur quotidien, ils ont réussi à juste renverser cet effet. C'est une manière d'affirmer leur existence en marge de la domination coloniale. Finalement, j'ai détourné un petit peu mon sujet, donc je vais laisser tomber ma 3e source, mais c'est la littérature postcoloniale, la littérature anticoloniale, pardon, qui est extrêmement intéressante. Je vous encourage à les lire. On voit ici, il y a André Gide, Voyage au Congo, qui témoigne justement de la violence à l'endroit des travailleurs. C'est extrêmement riche justement pour voir les conditions de vie des personnes. J'avais une section consacrée aux aléas de la recherche que je trouvais qui était importante, surtout avec le contexte dans lequel on est présentement. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la recherche qui ont été frappées de plein fouet par la pandémie. Je ne sais pas, dans les laboratoires, tout ça, il y a probablement eu des fermetures, mais les centres d'archives où on récupère les documents, les sources pour les historiens ont été fermés en grande partie. Donc, c'est une incidence majeure sur l'accessibilité aux documents, à l'avancement de la recherche. Donc, je voulais juste faire un aparté rapidement, juste pour montrer un petit peu des enjeux qui peuvent être liés à la recherche, qui sont méconnus des personnes qui se retrouvent à l'extérieur de ces cercles-là. Toutefois, j'ai aussi découvert un autre aspect intéressant qui est celui de la solidarité. Donc, j'ai réussi à trouver des personnes en France, des membres d'associations étudiantes, en leur écrivant par courriel, qui ont accepté d'aller à Aix-en-Provence récupérer mes documents, en échange, bien entendu, d'une rémunération, et qui, grâce à eux, j'ai désormais des documents à ma possession. Donc, bref, petit message optimiste dans tout ça. Malgré des fois un effet montagne russe dans le milieu de la recherche, il y a toujours des moments difficiles, mais il y a toujours des personnes autour de nous, que ce soit des amis, des copines qui ont l'excellente idée que de nous dire de contacter des associations étudiantes en France qui réussissent à nous permettre d'avoir des meilleurs, à sortir d'un creux, par exemple, et de nous redonner foi en notre recherche. Je terminerai avec une brève présentation de mes résultats. Bien entendu, c'est une recherche qui est en cours. Donc, je n'ai pas mes conclusions exactes. C'est un mémoire qui devrait être publié peut-être, je l'espère, dans la prochaine année.
peut-être dans 2 ans si j'écris moins vite que je m'y attends. Et dans le fond, je vais vous présenter brièvement ma méthodologie. Donc, à mes yeux, il est extrêmement important en tant que chercheur d'être capable de transmettre notre savoir au grand public, entre autres par le biais de conférences comme on le participe tous ce soir, mais aussi, par exemple, avec des capsules vidéo sur YouTube, des blogs de recherche, sinon des jeux vidéo, même d'une certaine manière, ou des documentaires. Grâce à ces outils-là, on peut transmettre notre savoir. C'est pour cette raison-là qu'en cherchant à cartographier un phénomène de résistance, j'ai décidé de me dire, comment partager cette recherche? J'ai décidé de justement faire une carte interactive sur le site web, sur Internet, pardon. Donc, si sur le PowerPoint, on peut voir en haut à droite, c'est mon logiciel que j'utilise justement pour faire mes cartes. Et en bas à gauche, j'ai fait un exemple de carte interactive juste pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un site web qu'on peut naviguer, on peut naviguer sur la carte. Et ce qui est intéressant avec un projet comme celui-ci, c'est qu'à mes yeux, je me dis qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas naviguer sur une carte. Cliquer sur des infobulles, lire des textes rapides. Est-ce que c'est terminé 1 minute? Et voilà, je fais une conclusion rapide. Donc, naviguer sur une carte, pouvoir explorer un phénomène méconnu, surtout en histoire. Je sais que beaucoup de gens ont un intérêt pour l'histoire. Souvent, quand on la repense, ah oui, j'aime ça l'histoire, je me rappelle de mes cours au cégep ou mes cours au secondaire. Bref, la carte interactive, c'est un moyen super efficace de rendre intelligible un sujet complexe, un petit peu comme un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, un livre ou quoi que ce soit. Puis c'est un petit peu moins difficile à lire, moins aride, par exemple, qu'un livre. Donc, le matin, un dimanche matin, si tu un café, je pense que les gens préfèrent aller sur un site web, lire rapidement que de se lancer dans la lecture d'une thèse. Mais bref, des fois, je le fais quand même. Donc, pour conclure, la carte interactive, c'est un super bon moyen. C'est pour ça que je le préconise. Ça va me permettre d'exposer mes résultats, de les analyser. Et comme le dirait le proverbe, si une image vaut 1000 mots, une carte interactive en vaut bien 1 million. Donc, je vous remercie pour l'écoute. Si vous voulez le PowerPoint, j'ai mis quelques références si vous voulez aller creuser plus en détail. Et je vous laisse avec un meme qui explique super bien mon hypothèse. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, David. C'était super intéressant. Puis c'est vrai, aux mesures que j'écoutais ta présentation, ça a l'air très rigoureux. C'était le fun aussi, toute ta partie utilisation des connaissances que tu as mis à lumière dans ta conclusion. Maintenant, si tu veux, on peut y aller avec les questions. Oui, donc on a une question de Yohan ici. David, as-tu l'impression que le modèle du colonialisme a évolué en ces temps modernes? Est-ce que tu as l'impression que le colonialisme existe toujours, mais sous une forme camouflée aujourd'hui et continuerait d'exister? Parce que lui est originaire de Tahiti. Alors, si ta réponse est orientée sur cet exemple, ce serait super. C'est dans le cas contraire, mais c'est très parfait aussi. C'est une excellente question. Et à mes yeux, c'est sujet à débat. Certaines personnes vont dire que la décolonisation a mis fin à la colonisation dès les années 1960. Et je vais être franc avec toi, mon cher, je ne vais pas m'avancer en terrain hasardeux et commencer à sortir de ma mémoire des informations sur Tahiti. Je risquerais de dire n'importe quoi. Donc, je ne me risquerai pas tout ça. Mais à mes yeux, le colonialisme existe. C'est ça qui fait la richesse de l'étudier. C'est de comprendre que le racisme qu'on a dans nos sociétés, surtout avec les débats actuels sur le racisme systémique, par exemple, c'est de comprendre que ces demandes-là des personnes racisées, par exemple, proviennent d'une époque. Et cette époque-là n'est pas révolue avec le simple renversement des institutions européennes, par exemple, dans les pays du Sud ou en Afrique ou quoi que ce soit. Donc, bref, à mes yeux, le colonialisme n'est pas terminé. Puis il y en a encore sous forme de néocolonialisme. Par exemple, sinon avec une attitude paternaliste de certains pays du Nord à l'égard des pays du Sud en parlant de pays développés versus des pays en voie de développement, par exemple. Bref, pour rentrer dans un grand débat, je ne sais pas si ça répondait à la question, mais à mes yeux, il y a du colonialisme, il y a encore des gens qui essaient de profiter de la valeur monétaire. Je pense notamment à l'euro versus le franc CFA dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, il y a une inéquité flagrante à ce niveau-là. Et bref, je ne veux pas m'égarer non plus. Merci, ça répond très bien à son questionnement. Et d'ailleurs, une mention spéciale à Yohan, un ancien pionnier de Bistro Brain. On te salue, Yohan, merci d'être là. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour David aujourd'hui? Donc, vous pouvez toujours lever la main ou bien écrire dans le chat ou dans le questions-réponses.
Donc, pas d'autres questions? Ben, merci David, puis bonne continuité en lien avec ton mémoire aussi. Bonne chance dans la publication de ta cartographie, tes articles, mais surtout aussi tes vidéos sur YouTube. Tu nous enverras ça quand ça va être fait et que ton mémoire sera super avancé. C'est super intéressant. On va faire un petit fast track sprint vers le futur et on va continuer avec notre troisième présentateur de la soirée, William. William est finissant en génie mécanique à concentration en entrepreneuriat à l'Université de Sherbrooke de la faculté de génie et détient aussi un certificat en biologie. Après son baccalauréat, William va aller sur le marché du travail, il va être analyste d'affaires. Donc, William, je te laisse la parole. Ben, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Merveilleux. Alors, comme Liane a si bien dit, on fait vraiment un voyage vers le contemporain. On fait un voyage en 2020. Donc, moi, je vais vous parler du projet Breath Here, qui est un projet de respirateur artificiel qui a été fait l'année dernière. Donc, plus spécifiquement, c'est un respirateur qui a été fait en 7 jours. Donc, pour commencer, on va refaire un voyage dans le passé, puisque c'était le thème d'aujourd'hui. J'aimerais vous ramener en mars 2020. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, en mars 2020, j'étais assis sur le sofa, j'ai regardé les nouvelles, j'étais confiné chez moi, et à chaque 13 heures, j'écoutais François Legault parler, puis il m'a annoncé les mauvaises nouvelles de la journée. Je regardais à l'international ce qui se passait, je regardais en Italie, puis je me disais, mon Dieu, vers quoi qu'on s'enligne? Puis j'ai un quiz pour vous que j'aimerais faire. Donc, Liane, si tu peux le mettre, j'aimerais vous poser une question. En mars 2020, quelle était, à votre avis, la probabilité que l'on manque des respirateurs au Québec comme en Italie? Parfait. Alors, je vois les résultats. Quand même, beaucoup de gens qui pensent 50 des gens qui pensaient pas beaucoup. Puis, c'est vraiment une majorité qui tend vers le haut. Ben, moi, j'étais convaincu qu'on était pour en manquer, qu'on était pour s'aligner dans un mur. Et c'était aussi ce que beaucoup de gens pensaient. C'est pour ça que la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et le Centre de santé universitaire de santé McGill ont créé un concours pour fabriquer un ventilateur d'urgence qui serait capable d'être fait non seulement au Québec, mais d'être fabriqué et distribué à travers le monde. Donc, ce concours-là, c'est un concours très ambitieux. En 2 semaines, il fallait concevoir un respirateur artificiel, le fabriquer, être capable de le produire de manière industrielle, puis on devait avoir des médecins et des ingénieurs dans l'équipe. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était le 19 mars. Mon père m'avait envoyé un message texte ou sur Facebook, je ne me rappelle plus trop, puis il m'avait dit hey, regarde un concours. Puis ma réponse, c'était la suivante. Cool story, bro. Je me disais, c'est impossible que je sois capable de faire quoi que ce soit qui ressemble à un respirateur fonctionnel. Je suis un étudiant au baccalauréat. Je ne réussirai jamais à faire ça. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Il y a une petite voix dans ma tête qui était un peu déçue de moi-même, qui disait ben, tu n'as même pas essayé, tu n'as même pas cliqué pour voir c'était quoi le projet, mais je me disais c'est sûr que c'est trop gros pour moi. Puis le lendemain, la conjointe de mon coloc, qui est aussi mon meilleur ami, est revenue du travail, puis elle nous a montré, elle dit hey, regardez les gars, mon coloc est aussi ingénieur. Il y a un concours qui existe pour fabriquer un respirateur. Vous devriez regarder, vous devriez vous inscrire. Puis les deux, on était comme ben non, c'est bien trop gros, c'est bien trop ambitieux. Puis on en a discuté, puis finalement, elle a dit ben, vous devriez faire au moins un post sur Facebook, essayer de trouver si vous pouvez trouver des ingénieurs, des médecins qui pourraient faire partie de l'équipe pour faire le projet. Puis moi, je dis non, il n'y a pas question qu'on fasse un post sur Facebook. Là. Non. Mais je dis, je peux tout bien commencer à appeler des gens. Donc, un vendredi soir à 9h30, j'ai commencé à appeler des gens. J'ai appelé un de mes amis, Bruno Courtemanche. Puis il m'a dit ah oui, je pense qu'on pourrait trouver des gens. Et ça a débuté la semaine où j'ai le moins dormi dans ma vie, la semaine suivant le respirateur. Donc, le vendredi soir, on commençait à avoir des idées. Le samedi, on recrutait les gens, on découvrait ça mange quoi en hiver un respirateur. On explorait des idées de design le dimanche. Puis du lundi au jeudi, on faisait la conception. Puis le vendredi, on le fabriquait. C'était vraiment une course extrême. Puis ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on était une équipe, oui.
On était entre 15 et 35 personnes selon le moment du projet. Là. Ça bougeait beaucoup. Il y a des gens qui venaient, qui partaient, des nouvelles personnes qui arrivaient. Il y en a qui venaient juste pour apporter une idée, un morceau, puis qui repartaient après. Puis il y en a d'autres qui étaient là sans relâche. Mais tous ces gens-là, ils travaillaient. Il y avait des jobs, il y avait des familles, il y avait des responsabilités. Dans beaucoup de cas, ils travaillaient à temps plein. Il y avait des professionnels de la santé qui travaillaient dans le domaine hospitalier. Ils étaient occupés, ils étaient débordés, mais ils trouvaient quand même du temps pour venir aider dans le projet. Ce qu'il faut comprendre aussi, je vais vous mettre une question pour vous mettre en contexte. Un respirateur, ce n'est pas simple. Donc, le prochain quiz, c'est pour vous demander si vous connaissez ça, vous, des respirateurs. Puis, je vais être un peu technique. Je vais vous demander comment mesurer la pression dans un respirateur. Ah, donc beaucoup de gens qui répondent des PSI, beaucoup de gens des kilopascals, quelques personnes qui ont répondu des alligators par seconde et quelques-uns des centimètres de H2O. Je tiens à dire que personnellement, j'étais dans le champ des alligators par seconde et c'était le cas de la majorité de l'équipe. On n'avait aucune idée c'était quoi un respirateur. Donc, il y avait une personne dans l'équipe qui savait vraiment ce qu'il faisait au niveau de l'équipe de conception, qui savait c'était quoi un respirateur. Le reste, on a complètement découvert à zéro. Puis ce qui était intéressant là-dedans, c'est que nous, on est retourné dans le passé quand on l'a fait. Donc, on s'est vraiment demandé comment ça fonctionnait un respirateur à l'époque, pourquoi c'est des centimètres de H2O. Puis la raison pour ça, c'est qu'on mesurait la pression en mettant dans une colonne d'eau, littéralement, de l'air, puis en mesurant l'eau qui se déplace, tu peux savoir la pression. Donc, on s'est dit, c'est cool, c'est des colonnes d'eau. Puis on s'est dit, si on veut faire quelque chose de simple, on pourrait utiliser un mécanisme qui utilise de l'eau. Donc, vous voyez dans la photo à droite, il y a un gros baril bleu, mais le baril bleu, il est là. Peut-être qu'il faut que je bouge mon truc là. Mais le baril bleu était là pour ramasser l'eau qui coulait de nos tuyaux parce qu'on avait des dégâts d'eau constants dans le premier prototype qu'on a fait, qu'on avait fini d'assembler le vendredi à 4 heures du matin. Donc, c'était vraiment toute qu'une bibite, mais la raison pourquoi on l'a fait comme ça, c'est qu'on se disait on a une pénurie de respirateurs, les fabricants ne sont pas capables de fournir. Il y a des pays qui ne seront jamais capables de fabriquer un produit high-tech. Donc, on va faire la manière la plus simple possible. On va faire ce qui était fait en 1950. Donc, on a regardé les vieux brevets, on a regardé les vieux systèmes. On a parlé à des inhalothérapeutes qui nous disaient ah oui, en début de carrière, je me souviens d'avoir vu une machine qui utilisait de l'eau. Puis on est allé vers ça parce qu'on s'est dit on est capable de le fabriquer n'importe où dans le monde. Puis on va être capable d'avoir quelque chose de fiable et de super simple à fabriquer. Donc, c'était vraiment des tuyaux vissés ensemble avec du duct tape. Puis ça fonctionnait. On avait une coupe de valves aussi, mais on n'avait pas d'électronique fancy parce qu'on s'était dit en 2 semaines, être capable de faire un système avec lequel on serait à l'aise de mettre la vie de quelqu'un, c'est pas vrai que c'est faisable. C'est pas vrai qu'on pourrait bien dormir la nuit avec ça. Quand Apple sort un nouveau produit, un nouveau iPhone, quand Microsoft sort une nouvelle copie de Windows, il y a des bugs partout. Bon, c'est pas acceptable qu'il y ait un bug dans un respirateur. Donc, en 2 semaines, ça se peut pas. Mais ce qu'on avait fait, c'est un circuit mécanique super simple. Donc, à gauche, on voit le petit vidéo, mais on était capable de faire gonfler puis dégonfler un ballon le 26 mars. Le 27 mars, on avait un respirateur d'assemblée. On faisait les premiers tests avec les inhalothérapeutes, les infirmières puis les médecins. Le lendemain, on avait réussi à enlever le baril d'eau. Donc, on avait les colonnes, on avait rajouté les étiquettes. On faisait vraiment un cycle de développement conjointement avec les gens qui étaient là. Donc, au fur et à mesure qu'ils nous disaient ça, il faudrait ça. Ça, il vous manque une alarme. Ça, le texte n'est pas assez gros, c'est dur de lire. On se mettait à jour. Ce qui a fait qu'on n'a jamais vraiment arrêté. Puis, en continuant, mais 15 jours plus tard, après avoir commencé, donc le 4 avril, on a commencé le 20 mars, on avait notre prototype V2. Donc, lui, il avait toutes les alarmes, tous les gadgets nécessaires pour fonctionner. Et c'était vraiment un ventilateur de base qui fonctionne pour la COVID-19. C'était le respirateur de la dernière chance. Donc, il était autonome en alimentation électrique, il était capable d'arrêter de fonctionner. Il y avait toutes les alarmes requises pour fonctionner. Mais c'était vraiment un respirateur d'urgence. Donc, j'essaie de regarder. Ouais. Le 7 avril, par la suite, l'équipe de Brett Here, on était choisi parmi les 10 équipes finalistes du projet. Donc, il y avait 1029 équipes, plus de 2000 participants de 94 pays différents. Donc, c'était vraiment, on était vraiment contents de se faire sélectionner là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par la suite, on n'a pas gagné le concours.
Mais le concours, il s'est un peu évaporé aussi. Parce que si on regarde la petite statistique que j'ai trouvée, là, c'est un article du 4 avril du Devoir, c'est 2 des 40 000 ventilateurs que le gouvernement fédéral a achetés qui ont été envoyés aux provinces parce que les provinces n'en ont pas besoin. On a d'autres traitements maintenant pour la COVID. On a d'autres façons de soigner les gens. Les respirateurs, c'est vraiment pas ce qui est idéal. Donc, finalement, nous, à la base, on s'était dit le meilleur scénario possible, c'est que nos respirateurs, même si sont les meilleurs au monde, ils ne soient pas utilisés. On ne voulait pas se rendre jusque-là. On ne voulait pas se rendre à avoir nos machines qui étaient utilisées pour les gens. Mais on s'était dit, dans le pire des cas, on va être là, puis nous, on se à l'aise de mettre les membres de notre famille sur ces machines-là. Mais c'était vraiment toute qu'une aventure. Donc, en conclusion, le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas parce qu'un projet a de l'air impossible qu'il l'est. Je pense qu'il faut vraiment oser essayer. Il faut avoir des gens, des amis, des colocs qui vous disent non, 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 essaye, fais quelque chose, abandonne pas avant même d'avoir commencé. Parce que tu peux être surpris d'où tu peux te rendre. Puis, dans les membres de l'équipe qu'on était là, je pense qu'il n'y a pas une personne qui se disait ben oui, c'est sûr qu'on peut le faire. On était tous convaincus qu'on s'en allait dans le mur. Puis finalement, 15 jours plus tard, on regardait notre respirateur artificiel sur un mannequin. On disait c'est bizarre, ça fonctionne. Mais c'était vraiment parce qu'on y a cru, parce qu'on a essayé. Donc, maintenant, c'est le temps des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et j'aimerais rajouter aussi, si vous avez des questions plus, prenez mon adresse email en note. Vous allez pouvoir m'écrire. Ben, je vais être là disponible tantôt aussi, là, mais ça ne me dérange vraiment pas d'en parler en long et en large. Puis si vous voulez en parler plus technique aussi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, William, pour la belle présentation. Et je salue toute ta persévérance et aussi et ton audace en lien avec ton projet. Pour moi-même, faire un projet de recherche là, dans le cadre de mes propres études, c'est sûr, avoir beaucoup de monde, ça peut devenir complexe. Donc, en une semaine, un grand bravo. Et on peut y aller avec les questions. Oui, donc vous pouvez toujours écrire lever la main, écrire dans le chat ou bien le question-réponse. Et sinon, j'avais une petite question également. Donc, est-ce que finalement votre projet Breathe Air, ben, il y a eu d'autres choses, une modification par après ou le projet juste que, bon, ça existe, mais j'ai d'autres choses à faire dans la vie? Mais vu qu'on était tous déjà employés, étudiants, on avait tous quelque chose à faire. Il n'y a pas personne qui était là pour continuer à le pousser vraiment. Il y a eu des retombées, on a eu des entrevues, il est passé à Génial, à Télé-Québec, il expliquait c'était comment un respirateur, puis il a amené le nôtre en modèle. Mais en ce moment, il est dans un entrepôt à quelque part, donc si ça t'intéresse, ça peut s'arranger, tu peux partir avec. C'est bon. Et sinon, est-ce que tu es dans ta dernière année de génie, donc tu avais aussi un projet à faire pour l'exposition Méga Génial ou Oui, donc c'est ça. Moi, j'ai vraiment choisi le meilleur timing au monde. Je travaillais à temps partiel, 20 heures semaine, dans une start-up à l'automne. J'étais dans mon avant-dernière session, puis je faisais le projet du respirateur en même temps. Donc, je manque encore de sommeil depuis ce temps-là. C'est bon. Sinon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions également? Au niveau technique, genre, je ne suis pas une ingénieure, fait que j'en ai aucune idée quoi poser par rapport à ça. Mais finalement, en gros, comment ça fonctionnait? Genre, c'était comme ça coulait de l'eau, là, il y a une ballonne qui gonflait. Ouais, ben, je peux mettre une petite parenthèse. Je ne savais pas à quel point je voulais aller dans le technique, là, mais en gros, c'est que le plus gros challenge qu'on avait, c'était au niveau de la régulation de la pression. Donc, on avait de l'air qui arrivait des lignes d'hôpitaux, puis l'air, elle s'en allait dans les poumons du patient. Puis ce qu'il faut faire, c'est pas faire exploser le patient. Donc, pour faire ça, on s'était dit, ben, ça prend une valve qui contrôle le niveau d'air qui rentre. Puis la façon qui est traditionnelle d'utiliser, c'est des valves que tu serres, puis ça vient comme tu dis le niveau de pression que tu veux, puis ça ira jamais plus haut que ça. Mais ça, ces valves-là, c'était super compliqué à fabriquer, c'était super cher, puis il n'y en avait pas nulle part. Puis on s'est dit, c'est pas vrai que les gens peuvent en fabriquer en Afrique si on a besoin de ces valves-là. Donc, nous, on s'est dit, on va faire un autre système, on va les mettre dans l'eau, puis quand la pression va dépasser ce niveau-là, donc c'était comme un tuyau en T, puis quand la pression va dépasser le niveau d'eau qu'on a décidé, on mettait la colonne pour qu'il y ait 40 cm d'eau. Si elle dépassait ce niveau de pression-là, il y avait des bulles d'air qui sortaient. Puis là, tu peux voir que oh, j'ai un peu trop de pression dans le système. Puis tout l'air en trop allait sortir par là au lieu d'aller dans les poumons du patient. Donc, en gros, grosso modo, c'était ça l'idée des colonnes d'eau. OK. Hey, on a des questions! Yes! En passant, juste un commentaire toujours de Yohan. Donc, bravo, c'est vraiment incroyable comme projet. Donc, wow! Sinon, il y a Frédéric Bergeon qui a une question. Comment on trouve tout le matériel pour ça si vite quand tous les magasins sont fermés? C'est une super bonne question, ça. Puis la réponse, c'est que il y a deux aspects là, dans cette question-là que je vais répondre. La première, c'est que c'était vraiment spécial pour la plupart des gens.
Je ne l'ai pas enseigné dans la présentation, mais la plupart des gens de l'équipe, on ne s'est pas rencontrés en vrai pour vrai. Il y en a quelques-uns qui se sont rencontrés pour faire l'assemblage final, mais sur les 20 personnes qui étaient dans l'équipe, la plupart, c'est qu'après avoir de se reconnaître dans la rue s'ils se croisaient. On a eu tellement de monde qui était impliqué que tout le monde avait des petits trucs qui traînaient dans son garage, qui traînaient dans sa chambre. Donc, on avait un des membres, Bruno, qui avait beaucoup d'outils. On avait un de nos membres, Mathieu Nadeau, lui, il avait travaillé dans les respirateurs, puis il y avait plein d'anciennes valves, d'anciens trucs qui traînaient. Fait qu'il a amené des bacs de trucs qu'il avait utilisés dans son doctorat. Il dit, ah, ça peut vous être utile. Donc, on a pu utiliser ça. Puis sinon, on avait quelqu'un dans l'équipe qui était propriétaire d'un magasin de pièces électroniques. Le Jérémy Cool de Electromag à Sherbrooke. Puis lui, il nous a ouvert l'entrepôt pour qu'on soit capable d'aller chercher des pièces. Donc, on allait juste se servir dans les pièces qu'on avait besoin pour le faire. Ah, c'est vraiment chouette. Pour vrai, là. On a utilisé de l'équipement de plongée puis de l'équipement de soudure aussi pour les valves de régulateur. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? De Alan Wangstrang. Es-tu devenu giga populaire à la suite du concours? Je me souviens avoir été épatée par cette création. Non, je pense pas, mais encore là, ça me permet de faire des événements comme aujourd'hui. Puis j'en ai fait quelques-uns d'autres aussi. Là, fait que moi, j'ai bien aimé ça. Puis je me dis, si ça peut motiver des gens à faire ça, tant mieux. Là. C'est vraiment fou en peu de temps, genre un gros projet comme ça qui est arrivé. Là. Bref. Moi, j'aurais peut-être une question. Encore merci, William. Puis là, peut-être je vais sortir un peu hors contexte de ton projet, mais tu sais, comme tu l'as dit un peu plus tôt, tu as quand même passé une grande partie de ton temps, dans ton temps limité, on peut dire ça, en lien avec ta conception. Mais dans ta conception, tu me diras si je me trompe, mais tu as sûrement été screené sur la littérature et les avis des cliniciens. Quand le COVID a commencé, bien, moi aussi, je suis un peu dans le sujet avec le COVID puis les soins critiques. On voyait beaucoup les respirateurs qui permettaient, étant donné qu'il y avait une pénurie de respirateurs, on avait les respirateurs qui permettaient, si je peux dire le langage vulgarisé, plugger plusieurs patients sur le même respirateur. Donc, un respirateur pour différents patients. Toi, est-ce que c'est une avenue que tu as envisagée ou tu l'as regardé un peu dans la littérature puis tu te dis, oh non, ça c'est carrément le jour et la nuit, puis c'est un autre niveau qui vient chercher ailleurs, puis qui ne fitait pas avec moi, qu'est-ce que je voulais faire? Ou tu n'en as pas entendu parler? La particularité, on a vu des gens qui le faisaient, puis nous, on s'était dit, c'est cool ça, mais on va s'enligner vraiment pour quelque chose. Notre respirateur était vraiment pas cher par rapport à un respirateur normal, puis il était vraiment facile à fabriquer. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas en avoir un par patient, par chambre. Puis, on a vraiment été influencé beaucoup par ce qui se faisait au CHUS ici. Donc, il nous parlait des préparations. Il nous disait, ben, on aimerait ça isoler les patients dans des salles, puis on aimerait ça amener des lignes d'air dans toutes les salles. Donc, eux autres, ils nous avaient dit, au Péralé, on va passer des lignes dans le plafond pour avoir une alimentation en air comprimé puis en oxygène dans les salles en tant que telles parce qu'il y a des patients. Parce qu'il y avait beaucoup de respirateurs qui pouvaient fonctionner avec des bonbonnes d'oxygène, avec des bonbonnes d'air, tout comme ça. Puis nous, on s'est dit, c'est cool ça, mais on s'en ira pas là-dedans. Il y avait déjà plein de monde qui travaillait pour des machines comme ça. Puis on s'est dit, il y a des gens qui travaillaient avec des genres de machines qui serraient des masques, là, des back valve masques. Là. Puis on s'est dit, ben, il y a déjà tellement de monde qui en font, on ne touchera pas à ça pendant tout. Nous, on va s'en aller vers quelque chose que tu peux vraiment brancher dans un compresseur, dans une ligne d'oxygène, puis que tu vas pouvoir mettre à chaque patient individuel. Le compromis qu'on a fait, par contre, pour ça, c'est qu'on avait un iPad qui permettait de lire les différentes données du respirateur. Donc, pendant un bon bout, tu étais attaché avec du duct tape sur le respirateur, mais on a fini par émettre un mount qui avait un peu plus d'allure. Mais cet iPad-là, tu pouvais partir avec, il était sans fil. Donc, tu pouvais le sortir de la chambre du patient, puis tu pouvais, en tant que clinicien, en tant qu'infirmière ou une allothérapeute, tu pouvais regarder les signes vitaux du patient à l'extérieur de la chambre. Donc, tu n'es pas obligé d'enfiler une combinaison puis un masque, tout ça, pour aller vérifier les signes vitaux du patient. Tu peux le voir à distance. Donc, c'était le compromis qu'on avait fait pour la gestion des patients. Sinon, en passant, on a une autre question. Une petite dernière avant une prochaine présentation. Est-ce que n'importe quel pays pourrait avoir accès aux technologies de Breathe Ear? Comment ils peuvent savoir que ça existe? OK. Fait que ça, c'est une excellente question. La réponse officielle, c'est que nous, dans le fond, on a comme cédé les droits de cette technologie-là au concours, qui était un organisme qui était créé par le Centre de recherche de l'Université McGill et la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Eux, par la suite, dans les top 10 des finalistes, ils ont choisi un top 3. Puis du top 3, ils ont choisi un top 1. Puis le top 1, il a été choisi en décembre dernier, donc ça s'est vraiment étiré longtemps. Puis eux, les designs, les plans sont disponibles sur Internet à tout le monde. Donc, tu peux juste aller t'inscrire sur le site
du Code Live Ventilator Channel. Puis tu vas voir le ventilateur qui a gagné le concours, qui est un ventilateur qui a beaucoup plus de composantes électroniques que nous. Puis ce qui a été notre gros avantage et notre gros désavantage en même temps dans ce concours-là, c'est que nous, on s'est dit, ça prend les respirateurs en 2 semaines. We got you. Fait qu'on a fait un respirateur en 2 semaines, alors que les autres, je ne vais pas les rabaisser, mais ils n'étaient pas prêts après 2 semaines. Mais vu qu'il dit, finalement, c'est pas si urgent, il n'arrêtait pas de repousser les dates. Puis les gens qui avaient choisi une solution électronique, ils pouvaient faire des mises à jour informatiques sur leur système. Ils pouvaient faire des mises à jour électroniques sur leur contrôleur. Puis ces mises à jour-là rendaient leurs produits meilleurs, puis ils étaient capables d'ajouter des fonctionnalités. Donc, ils étaient capables quasiment de copier des respirateurs commerciaux. Alors que nous autres, c'est resté un respirateur d'urgence, puis il n'a pas évolué dans le temps parce que nous, c'était des pièces mécaniques. Donc, on a choisi la voie de la simplicité, mais ça nous a limité en termes de fonctionnalité. Puis aujourd'hui, si tu me demandes, préfères-tu être avec un respirateur haut de gamme avec 15 fonctions ou le mien, je préférerais prendre celui haut de gamme. Je vais survivre plus longtemps. Mais à l'époque, quand tu me dis si tu as le choix entre on te laisse traîner dans le corridor ou on te met sur le respirateur, je vais prendre le mien. Merci. Merci, William, pour la belle présentation. Aussi, bonne continuité dans tes projets. On n'a pas de doute que tu vas être capable de mettre tes futurs projets d'ingénieur à terme. La dernière présentation va être Charlie, qui est aussi un de nos membres du conseil exécutif de BistroBrain, qui a déjà présenté pour nous quelques présentations super intéressantes. Charlie détient un diplôme d'ingénieur automobile en France et est actuellement doctorant dans le département de génie mécanique de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Et il a une expertise dans le domaine des transports. Alors, Charlie, tu peux y aller. Ouais, je vais juste partager mon écran. Hop. Pourquoi je peux pas... Ok, ça devrait fonctionner. Peut-on juste me confirmer que ça fonctionne et qu'on m'entend bien aussi? Ouais, tout est beau. Good, parfait. Bon, ce soir, on a parlé de passé. On a parlé de présent, futur proche avec le dernier projet que vous avez vu. Moi, je vous emmène dans le futur. Je pense que vous avez tous des références dans notre imaginaire collectif, par exemple de Blade Runner ou du 5e élément. Vous savez, les voitures qui volent. Je pense qu'on a tous des références de Star Wars, de Star Trek avec des champs de force. Et je pense qu'on a tous des références en tête de jeux style Portal ou de séries style Stargate qui nous amènent à la téléportation. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui nous font rêver en quelque sorte. Mais en réalité, elle en est où la science à l'heure actuelle là-dessus? Est-ce que demain, on va se téléporter ou est-ce que c'est des sciences qui sont encore rendues à des années-lumière de nous et on sera incapable de les avoir? On va y répondre ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais commencer avec les voitures volantes. Je vous fais un petit spoiler. On en a déjà des voitures volantes. Puis, en fait, ça ne remonte pas à hier, les voitures volantes. Le premier modèle qui a été déposé, c'est en 1949. C'est la Taylor Aerocar. Elle a été validée par les autorités aériennes. Donc, elle était en droit de voler à l'époque. Et si je vous montre une photo, c'est littéralement une voiture et on a mis un avion dedans. C'est à peu près ça l'idée qui est derrière ça. Bon, j'ai fini. On a des voitures volantes. C'est cool. Ok, bon, je vais peut-être pas, on va peut-être pas passer tout de suite à la suite. On va prendre quelque chose peut-être d'un petit peu plus récent et voir comment ça s'est développé au cours des dernières années. Donc, en 2017, il y a un projet qui a été lancé, c'est la Klein Vision. Puis si je vous montre des photos, vous allez me dire, ça n'a pas changé. Hein. C'est une voiture mélangée avec un avion. Donc, on a les mêmes problèmes qu'avec un avion. Il nous faut une piste de décollage suffisamment longue pour s'envoler. Et il nous faut quand même des compétences de pilotage parce que ce n'est pas quelque chose qui se conduit comme une voiture classique. Et si on va sur d'autres projets peut-être un petit peu plus loin, on a par exemple les projets de Uber Air. Donc, j'ai une petite vidéo de présentation. Il n'y a pas de son, c'est normal. Donc, si vous regardez le projet, en fait, c'est un hélicoptère. On s'entend que c'est une technologie qu'on maîtrise déjà. C'est juste un hélicoptère peut-être plus performant et développé un petit peu différemment, mais ça reste un hélicoptère. Donc, comme on l'a vu jusqu'à présent, on les a, les voitures volantes. On a qui ressemblent à des avions, on a qui ressemblent à des hélicoptères. Alors, pourquoi moi, ma voiture dehors, devant chez moi, elle ne peut pas voler? Pourquoi elle ne le fait pas actuellement, puisque je sais le faire? En fait, la raison, elle vient d'un point simple, c'est que technologiquement, on sait le faire, mais humainement, ça pose encore des problèmes. Je ne vous ai pas mis la photo d'Elon Musk par hasard. Pour vous donner une idée, cet homme-là, je pense que tout le monde le connaît, c'est un peu un savant fou qui part dans tous les projets qu'il peut développer. Même lui, il n'y croit pas à la voiture volante. Et en fait, il n'y croit pas pour une raison très simple. Notre société, elle n'est juste pas prête pour la voiture volante. J'imagine que tous ceux qui sont là, ou quasiment tous ceux qui sont là, ont le permis et conduisent. Vous me passez l'expression, mais c'est déjà le bordel sur la route. Je vous laisse imaginer si on reporte le problème à 50, 100 mètres de hauteur. On va juste reporter les problèmes au sol, en l'air.
une voiture à 50 km/h, elle est capable de tuer un piéton. Une voiture qui circule à 50 mètres de hauteur à 100 km/h, quand elle tombe, elle n'en tue pas un de piéton, elle en tue plusieurs. Autre problème, les bâtiments ne sont absolument pas conçus pour des impacts. Pour ceux qui sont à Sherbrooke, on a eu il y a quelques temps sur la Galt un pick-up qui est rentré dans un immeuble, il a failli s'effondrer. Le pick-up, il roulait à 50 km/h. Je vous laisse imaginer une voiture volante qui rentre dans un immeuble, la catastrophe que ça peut être. Et enfin, pour ceux qui éventuellement ont des drones, vous savez le bruit que ça fait, les petits drones. Je vous laisse imaginer un drone comme celui d'Uber Air, le bruit que ça peut faire. Donc en fait, il y a tellement de contraintes autour des voitures volantes que ce n'est pas demain qu'on va les voir, les voitures volantes. C'est des projets, des tripes d'ingénierie, comme on appelle ça, là, ça existe, mais notre société et notre façon de faire, notre façon de construire des immeubles qui en plus vont être de plus en plus hauts au fur et à mesure que les technologies vont se développer, donc le problème va être encore plus exacerbé. Je suis désolé de vous dire ça, mais les voitures volantes, c'est peut-être pas pour demain. Bon, un de passé, on va peut-être essayer de se rattraper avec les champs de force. Pourquoi pas? On peut peut-être y arriver. Puis je vais vous faire un petit spoiler. On nous ment un petit peu sur les champs de force. Mais avant de parler de champs de force, on reste dans le domaine de la guerre, on va dire. On sait qu'un champ de force, c'est pour se protéger des munitions adverses. On a l'exemple dans Star Wars, par exemple, que je vous ai montré tantôt. Mais avant de dire ça, on va dire, pourquoi pas une protection personnelle plutôt que d'essayer de protéger un espace avec un champ de force? Pourquoi pas essayer de nous protéger nous? Ça, je vous donne un exemple que vous connaissez tous, c'est Iron Man. Iron Man, il a une armure qui le protège, etc. Il est capable de survivre à plein de trucs. Sauf que Marvel nous ment. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un processus très simple. Il y a plein de problèmes avec l'armure d'Iron Man, mais je vais vous en présenter un seul à soir. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je n'ai pas le temps de tous les présenter malheureusement. Le premier phénomène, c'est l'onde de choc. En fait, vous avez un petit exemple du premier film, vous savez, où Iron Man se fait tirer littéralement dessus par un tank, tombe, survit et puis va détruire le tank. Je pense qu'on en a quasi tous vu le film où vous avez tous la référence en tête. La réalité qui est derrière ça, c'est dans le film, il y survit, mais dans la réalité, un tir comme ça produit une onde de choc. N'importe quel tir sur une surface, ça produit une onde de choc. Donc, si je vous prends un petit extrait de C'est pas sorcier qui est super intéressant, mettons, ma balle, elle arrive sur ma protection métallique. Donc, c'est sûr que la protection métallique arrête la balle. C'est cool, la balle a été arrêtée. Mais la balle, elle crée une onde de choc, ce que vous voyez en rouge. Et en fait, cette onde de choc, c'est elle qui est destructrice pour nous. Ce n'est pas la balle en elle-même. Là, vous avez un exemple de ce qui se passe. L'aérogel que vous voyez ici, c'est comme de la peau humaine, en fait. Vous voyez à quel point elle se déforme, la peau humaine? Et ça, c'était un tir qui a été réalisé. Il y avait un gilet pare-balles entre la balle et la peau. Donc, il y avait une protection balistique. Et vous avez vu les dégâts que c'est susceptible de faire. Cette vidéo-là, elle est présentée pour du calibre 7,62, c'est-à-dire un petit calibre, arme de poing, on s'entend. Si on passe sur du plus gros calibre, par exemple du calibre 50, donc ça, c'est les gros snipers qui sont capables d'arrêter un véhicule en mouvement, hein, je vous rappelle juste ce que c'est capable de faire. Mais si on observe l'onde de choc, donc vous voyez, la balle est bien arrêtée par le gilet. Mais si vous voyez l'état de la plaque qui est derrière, c'est une plaque en bois. Vous voyez les trous qu'il y a dedans, je vous laisse imaginer votre peau qui est derrière ça. C'est pas la balle qui va vous tuer, c'est l'onde de choc. Donc en fait, Iron Man, il est mort 10 000 fois hein, dans le film, là. Il ne peut pas avoir survécu à ça. Donc, les protections personnelles, à moins de se balader avec des 50 cm de métal devant, derrière, sur les côtés, ça ne paraît pas possible de se protéger de tout et n'importe quoi, encore moins de gros obus de tank ou de choses comme ça. Donc, peut-être la solution, ça serait un champ de force, que ça soit un champ de force personnel qui nous protège juste nous, ou que ça soit un champ de force, là, comme dans Star Wars, qui protège des zones entières. Ça pourrait être cool. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on utilise comme technologie? A priori, il y a deux solutions qui se proposent. Soit on fait un méga aimant qui arrête les balles. On n'est pas rendu dans Star Wars où ils tirent avec des lasers. Hein. Mettons, on tire avec nos balles actuelles. Je mets un méga aimant qui dévie les balles. C'est une solution possible. Ou j'essaie de concentrer l'énergie, un bouclier d'énergie. On a tous entendu ça. On va voir ce que ça donne. Mettons un méga aimant. Je vous rappelle qu'une balle, ça circule à peu près 3000 km/h quand ça sort d'un canon. Ça dépend des munitions, etc. Mais on va se fixer là-dessus. On estime, c'est des calculs, qu'il faudrait un aimant de 600 Tesla. Donc, le Tesla, en gros, c'est l'unité de puissance d'un aimant, si on simplifie ça. Il faudrait un aimant de 600 Tesla pour arrêter une balle. Le plus gros aimant, qui n'est pas très gros en taille, mais le plus puissant aimant qu'on ait conçu sur Terre, il fait 45 Tesla. On est 10 fois plus faible et même 15 fois plus faible que ce qu'on aurait besoin. Puis, le problème est bien, mais il serait résolu, mais des balles, on n'en fait pas que des balles métalliques. On est capable de faire des balles céramiques. Puis là, mon aimant, il ne sert à rien, puis moi, je suis toujours mort. Donc, a priori, un champ de force avec un aimant, c'est peut-être pas terrible. Donc, on va essayer de concentrer l'énergie. Ça, c'est un projet en fait qui a déjà été développé, qui a été soumis et breveté par Boeing.
Donc, en fait, je vais faire simple dans la description de ce que c'est, mais en gros, on va faire chauffer, on va faire ioniser des gaz, chauffer des gaz à très forte intensité avec des lasers. Et en fait, l'onde de choc créée par la chauffe des gaz vient annuler l'onde de choc de la balle. C'est ça l'idée. On annule une onde de choc avec une autre. Le problème, c'est que l'idée, ça serait quand même que notre champ de force, il nous protège pendant quelques temps, au moins quelques heures, pendant qu'on est sur le champ de bataille. Cette technologie-là, c'est l'équivalent d'un airbag. Ça vous protège quelques millisecondes. Donc, la première et la deuxième balle tirées de la mitrailleuse qui vient de là, elles vont être arrêtées. Les 453 qui sont derrière, vous allez vous les prendre à coup sûr. Donc, ce n'est pas une technologie super développée. Autre problème, le fait de ioniser des gaz, ça crée un voile noir. Donc, vous êtes en zone de guerre, puis vous n'y voyez rien. Je vous laisse imaginer un petit peu la catastrophe que c'est d'un point de vue militaire. Et enfin, on estime que le Humvee là, que vous avez de représenter, il doit dédier 85% de sa masse à la production d'énergie nécessaire pour les lasers. Donc, en fait, vous utilisez 85% de votre véhicule pour vous protéger pendant quelques millisecondes. A priori, ce n'est pas très efficace comme système. Donc, en fait, pourquoi on n'a pas de champ de force? Tout simplement parce que c'est impossible. La physique ne permet pas de concevoir des champs de force, ne permet pas de concentrer l'énergie en suffisamment de points, etc. Je vous précise que je parle de champs de force qui permettent d'arrêter des projectiles. Il y a plein d'autres projets de champs de force pour faire de l'isolation, pour faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est basé sur de la science et ça peut fonctionner, mais je vous parle vraiment pour arrêter des projectiles. À l'heure actuelle, avec la physique qu'on connaît et la science qu'on connaît, oubliez ça, c'est totalement impossible. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Les voitures volantes, ça ne marche pas. Les champs de force, ça ne marche pas. Bon, on va peut-être essayer de se rattraper avec la téléportation. Bon, c'est un petit peu compliqué, la téléportation. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. On a réussi. On a fait de la téléportation. On a téléporté des photons. Alors, des photons, on en a téléporté en 2017 dans un laboratoire en Chine. Donc, on a fait une téléportation d'un photon sur entre 500 et 1400 km. Ça dépend un peu des estimations qu'on a fait. On a quand même réussi. Et plus récemment, et surtout plus localement, en 2021, donc assez récemment, je crois que c'était le mois dernier, au Canada, à Calgary, on a réussi à téléporter une série de photons sur une distance de 44 km, donc plein de photons. Vous allez me dire, si on est capable de téléporter des photons, pourquoi on ne se téléporte pas nous? Mais en fait, je vais peut-être revenir avant tout sur c'est quoi un photon. En fait, un photon, un photon, c'est de l'information. C'est une particule de lumière. OK? Les photons, c'est ce qu'on utilise quand on vous parle de fibre optique, par exemple. Pour Internet, c'est des photons qui sont dedans. C'est des photons qui se déplacent. Ces photons, ils portent de l'information. Mais nous, on n'est pas de l'information. Nous, on est de la matière. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas téléporter de la matière. On sait juste téléporter de l'information. Alors, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, je repère tous mes atomes, je prends l'information de tous ces atomes, puis je la transfère par Internet ou par informatique ailleurs et je me recrée ailleurs. Ça impliquerait de détruire mon corps à l'endroit où j'étais. Enfin, ça serait une hypothèse de travail. OK, mettons ça. Je vais vous démontrer que c'est impossible en 3 chiffres. Le premier, c'est que si je veux pouvoir me téléporter, donc je veux connaître l'information de tous les atomes de mon corps, il faudrait que je connaisse de l'information sur 7 milliards de milliards de milliards d'atomes. Il y a plus d'atomes dans un être humain que de grains de sable sur Terre. Ça vous donne une idée de la quantité d'informations dont j'ai besoin. Ces 7 milliards de milliards de milliards d'atomes, il faut que je les remette au millième de millième de millième de millième de millimètre près, parce que si je les décale d'un millimètre, j'explose. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, je suis mort. Je suis plus vivant. Donc, je suis obligé d'avoir une information ultra précise sur 7 milliards de milliards de milliards d'atomes. OK, ça vous donne une idée. Ça paraît déjà fou, ça paraît compliqué. Il y a quand même des gens qui se sont amusés à calculer qu'est-ce que ça représenterait. OK? Si on transfère ça en données, ça représente ce chiffre-là, je ne vais pas vous le lire pour votre bien-être intellectuel, ça représente ce nombre-là de gigabits. OK? Si on fait un petit comparatif, ça représente 1 million de fois Internet. Genre, Internet, tout Internet, ça représente 1 million de fois tout Internet. Donc, ça paraît fou, en fait. C'est une quantité de données. Elle n'existe même pas sur Terre, cette quantité de données. Peut-être qu'il y a des développements qui nous permettront, je ne sais pas, dans les prochaines années, peut-être pas dans les prochaines années, dans les prochains siècles, de développer de l'informatique qui sera suffisamment performant. Mais à l'heure actuelle, 1 million de fois Internet, ça paraît totalement impossible. Puis, même si on arrivait à avoir cette technologie-là pour le faire, mettons, on a des super ordinateurs quantiques, par exemple, c'est la piste de recherche qui serait capable de le faire. La consommation électrique, le chiffre est un petit peu plus bas là, ça serait 10 trillions de gigawattheures. Alors vous allez me dire, je ne sais pas trop ce que ça représente. Ça représente la consommation électrique d'un pays européen, mais pendant 1 million d'années.
Donc, c'est juste une consommation électrique monumentale qu'on est incapable de concevoir. Il n'y a aucun système sur Terre qui est capable de donner cette puissance-là et cette puissance électrique. Donc, vous avez vu, la téléportation, sur la théorie, ça pourrait fonctionner. En pratique, on est à des années-lumière de s'y rendre. Même les personnes qui ont travaillé sur la téléportation des photons dont je vous parlais, les personnes au centre de recherche de Calgary, ils disaient que ça paraît impossible, mais ils n'excluent pas l'hypothèse que dans des milliers d'années, on maîtrise une technologie suffisamment avancée pour y arriver. On ne perd pas espoir. La solution qui serait proposée, ça serait éventuellement de pas juste se déplacer dans l'espace, mais aussi de se déplacer dans le temps avec une histoire de trou de verre et tout. Cette présentation-là, je vais la garder pour éventuellement une future présentation. Voilà, ça conclut ce que j'avais à vous dire à ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Charlie, pour ta présentation. C'était super intéressant, super concret. Puis j'ai trouvé ça le fun pendant que tu parlais, tous tes parallèles avec les films qu'on connaît si bien. Je regardais, puis là, j'étais là. Hey, la prochaine fois qu'ils vont vouloir faire un Avenger, ils pourraient faire des consultations avec un ingénieur. Il devrait, ouais, mais je pense que ça serait le moins le fun quand même. On peut y aller avec les questions. Oui, donc une question de Johan. Question téléportation. Ouais. Comment est-ce que l'on sait qu'il s'agissait du même photon? Est-ce qu'il y avait des cartes sur lui? Alors, on est rentré dans la mécanique quantique. Je t'avoue que c'est un champ qui me dépasse un petit peu et c'est pas du tout mon domaine, mais ils avaient mis une signature particulière sur ce photon qui fait qu'il était unique. Et en gros, ils ont repéré que le photon à l'arrivée portait bien la même signature. C'était ça l'idée. OK. Donc, dans les deux cas, que ce soit en Chine ou que ce soit à Oui, c'est Calgary. à peu près la même chose qui est faite. Ouais. OK. Merci beaucoup. Sinon, on a une question de William. Ouais. Moi, je me demandais, au niveau du brevet de Boeing pour ioniser l'air avec des lasers, tu l'as-tu pas loin? Je serais comme curieux d'aller le garder. Je l'ai pas sous la main. Je t'avoue, je l'ai trouvé. Faudrait regarder dans la liste de brevets. J'ai aucune idée où est-ce qu'il est, mais il a été déposé. Je vais fouiller, c'est bon. Ouais, je pense que tu peux fouiller. Il doit être accessible. Oui, Alexis? Oui, moi, ma question, Charlie, c'est on n'a peut-être pas des automobiles volantes, mais est-ce qu'on peut avoir des automobiles lévitantes? Alors, oui, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps, mais en gros, une partie de la recherche qui est faite en ce moment, c'est tout ce qui est fait sur les overboards, par exemple. Vous savez, celui de Marty McFly dans Retour vers le futur, par exemple. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que oui, c'est bien, mais il faut des aimants, donc il faut des surfaces aimantées. Ça voudrait dire que si on voulait des voitures lévitantes, il faudrait refaire l'intégralité des routes avec du matériau métallique pour que la force des aimants soit là. Donc c'est un peu le défaut pour l'instant. C'est la seule technologie de lévitation qui existe. C'est dans la fonctionnalité. Sinon, j'imagine que la limite, c'est dans aussi la capacité de freinage. Parce que là, si tu n'as pas une friction. On maîtrise sur des trucs magnétiques, ouais, on maîtrise quand même pas mal, mais tu sais, c'est juste, ça coûterait tellement cher de refaire toutes les routes avec du matériau magnétique, puis ça coûterait beaucoup plus cher que du bitume qu'on utilise là. Ouais, ça serait vraiment problématique. D'accord. Ouais, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marjorie? À date, non. Non? OK. Mis à part que c'était vraiment très intéressant, les informations que tu apportes. Merci. Donc, pas d'autres questions? Parfait. Négatif? Merci beaucoup, Charlie, pour ta présentation. Aussi bonne continuité dans ton doctorat. Ça a amené ta vent dans plusieurs années de tes Tesla volantes. Tu nous feras signe. Autrement, merci à tous les participants vous êtes connectés aujourd'hui pour le 7 à 9 Passé fois Futur. Aussi, Alexis vient de mettre en ligne le sondage d'appréciation. Donc, vous êtes invités à aller le remplir si vous voulez nous donner votre appréciation, vos suggestions pour des événements futurs. Allez-y, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Comme on a mentionné plus tôt, mais pour les gens qui aimeraient ça rester parmi nous, on va prendre un peu de temps pour encore discuter avec les présentateurs. Vous êtes les bienvenus. On va aussi arrêter l'enregistrement. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous avez des questions, ça ne va pas être enregistré. Autrement, pour les autres, encore un grand merci d'être venus. Et aussi, au plaisir de vous voir sur notre page Facebook pour la suite de nos événements. Et aussi, à la prochaine, à notre prochain rendez-vous de vulgarisation scientifique.